Aujourd'hui, je reçois Maxime Saint-Onge, kinésiologue, au podcast et on jase de iRocks. On va voir ensemble c'est quoi que ça prend vraiment côté physique, physiologique pour performer dans ce sport-là, puis surtout, comment on fait pour mieux se préparer pour les compétitions. Que tu sois en train de découvrir le iRocks ou que tu es déjà dedans en ce moment, tu vas pouvoir repartir avec plein de trucs concrets. Cet épisode vous est présenté par Physio Outaouais. Depuis plus de 30 ans, ils redéfinissent les standards en réadaptation. Que vous soyez athlète, parent, enfant ou en train de récupérer d'une blessure ou d'un accident, leur équipe est là pour vous accompagner avec une approche humaine, une expertise de pointe et des soins vraiment adaptés à votre réalité pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc là, Maxime, Oui, je disais, tu es presque devenu un Gatinois. presque. Là, tu es venu il y a peut-être comme 1 à 2 mois pour venir, je ne sais pas comment on pourrait dire ton terme, là, évaluer un demi-iRocks physiologiquement. Exact. Et là, tu viens de revenir aujourd'hui parce que je n'étais pas assez bonne. Exactement. Et là, c'est Magali qui a fait une simulation d'un demi-iRocks. Parce qu'on voulait avoir des vraies données. On là, voulait avoir- chez quelqu'un qui est capable de performer. Ça, c'est vraiment chiant. Mais explique-nous, là, les gens ils te connaissent, fait qu'on n'aura pas besoin de recommencer la présentation. Mais bref, qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que là, ça fait 2 fois que tu viens. Pourquoi tu voulais venir mesurer tu sais, physiologiquement, qu'est-ce que ça prend Ouais. pour faire un iRocks? Ben, il y a beaucoup d'engouement pour ça. Tu sais, il y a un gros intérêt pour l'IROX, ça gagne en popularité. On n'a pas beaucoup de données là-dessus. Donc, ça commence un petit peu dans la littérature scientifique, mais c'est une activité qui est quand même dure à bien mesurer parce que, tu sais, il y a la séquence. Fait que, tu sais, mettons, en laboratoire, là, dans mon lab, je pourrais prendre chaque tâche individuelle puis la mesurer, mais c'est beaucoup plus difficile de faire toute la séquence. Donc, il y a une question d'outillage. Il faut que j'utilise des appareils qui sont portables. Donc, je ne peux pas avoir une station fixe. Donc, il y a une logistique qui est difficile. Pourquoi c'est intéressant? C'est que le iRocks, ça va combiner des tâches qui sont quand même assez opposées sur le spectre de l'effort. On va avoir des tâches qui sont extrêmement courtes, donc qui sont plus à une dominance anaérobie, là, un effort là, qui est court, très intense. La plupart des citations, ça va ressembler à ça. Puis, tu as un effort qui est aérobie, qui est en course à pied, qui va être 1 km ou un 500 mètres à faire là, selon le type de iRocks qu'on va faire. Donc, cette combinaison-là d'efforts mixtes, c'est assez intéressant parce que un type d'effort va influencer l'autre. Donc, il y a plein d'interactions entre les stations. Puis c'est là que les caractéristiques de la personne, donc ses capacités, que ce soit sa force musculaire, sa puissance, sa capacité aérobie, ça va déterminer beaucoup la stratégie de course. Donc, comment tu es le mieux de doser tes efforts pour bien performer. Mais ça prend des chiffres. Donc, c'est pour ça que on essaie de collecter des données pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe là, dans le corps, puis qu'est-ce qui se passe dans la séquence d'activité. Donc là, généralement, tu vas mesurer quand tu dis que c'est plus facile chez toi, en studio, en laboratoire, de faire l'évaluation. Exemple, un VO2 sur vélo, un VO2 sur tapis, un test de force au squat avec c'est ce que tu as comme équipement. Fait que ça, c'est facile. Mais quand on parle de course-station, c'est ça. Ça Exact. devient plus compliqué. Il y a le déplacement. Puis, il y a aussi le fait que quand tu disais, selon si, exemple, tu as une bonne endurance musculaire, tu vas utiliser ta course comme récupération ou au contraire, c'est là que tu vas aller chercher du temps. Fait que tu vas être capable d'augmenter ton intensité, augmenter le rythme pour après arriver à l'exercice quand même reposé. Tandis que quand je l'ai fait, il y a certains exercices où est-ce que j'étais complètement détruit de ma course et d'autres que j'utilisais la course pour récupérer parce que j'étais complètement détruit des exercices. Fait que, avec ce que tu as vu, exemple, si on prend moi parce que tu as fait l'analyse complète, puis aujourd'hui avec Magali, Oui. c'était comme, t'as vu. Oui. Et t'as vu quand même. J'ai pas fait les calculs avec Magali, c'est ça. là, j'ai pas, mais c'est pas grave, on va en parler quand même. Mais ce que tu as vu avec moi, puis je pense que ça peut aider les gens qui vont l'écouter, qui se disent comme, ça prend quoi pour faire un iRocks? Qu'est-ce qu'il faut que j'entraîne? Tu sais, puis là, comme tu le dis, là, c'est vraiment, vraiment populaire. Ça gagne de plus en plus en popularité. Il y a plein de gens qui se garochent là-dedans, soit avec coach, il y a même des livres. Comment te préparer avec à ton iRocks. Personnellement, ici, on coach le iRocks pour préparer les gens à la compétition. Fait qu'on fait de la programmation de course en muscu et tout ça.
Donc, oui, qu'est-ce que tu as vu de ma performance? Puis, les choses que je pourrais améliorer là, pour sauver en énergie puis arriver à moins surchauffer. Oui, mais tu sais, la première chose, c'est de voir où tu peux gagner du temps. Fait que surtout sur un demi-Irox, les stations, c'est quelques minutes. Là. C'est vraiment, c'est dur. Fait que dans ton cas, ce qu'on veut éviter, c'est de créer une fatigue trop importante que tu n'es pas capable d'évacuer, que tu vas traîner d'une tâche à l'autre. Puis que le problème avec la fatigue, c'est pas tout à fait exactement ça, mais je dis c'est presque exponentiel. Si tu fatigues un peu sur ton ski erg, donc le simulateur de ski de fond, si tu crées de la fatigue là, puis après ça, ta fatigue, tu ne l'évacues pas à la course parce que tu vas trop vite. L'effet, c'est comme un peu plus que 2 plus 2 égale 4. C'est comme la fatigue du ski erg plus la fatigue sur le tapis, ça va donner un peu plus de fatigue que la somme des deux. Fait que la tâche d'après, si tu te donnes encore, c'est là que ça part en vrille. Puis on le voit dans les compétitions d'Irox, des gens qui vont partir avec une intensité trop élevée sur les différentes stations, ils vont casser. Donc, ta stratégie de course, c'est pas nécessairement de dire, sur le simulateur de ski de fond, il faut que je sorte la première. Mm-hmm. Puis sur la course, il faut que je finisse la première. Il faut que tu doses en fonction de tes capacités. Fait que, dans ton cas, tu as une bonne capacité aérobie. Donc, c'est intéressant. Fait que la course, ça peut devenir un outil pour sauver beaucoup de temps, sauf qu'il ne faut pas que ta course soit hypothéquée par tes stations. Fait qu'il faut que tu sortes en vie de tes stations, puis à la limite que tu ne perdes pas trop de temps sur tes stations, plus que de chercher à gagner du temps sur le ski erg, gagner du temps sur le sled. Tu veux juste sortir correct pour favoriser ta course dans ton cas, puis être capable, là, de gagner beaucoup de minutes sur ta course au cumul. Quand on le fait, je venais de me sortir d'une blessure, une fracture du sésamoïde, fait que en dessous du pied. Fait qu'au niveau de ma course, je voulais pas aller comme trop vite. Fait qu'on avait commencé comme à 9,5 km/h. Je pense qu'on c'était vraiment slow. Fait que pour moi, quand je courais, j'étais comme en récup. Exact. Déjà là, comme j'arrivais sur le tapis, c'est comme OK, c'est correct. Puis là, tu sais, c'est pas comme si tu pars dehors. Il fallait que je parte le tapis. Certaines qu'on l'avait faites, puis il n'y avait pas eu même cette 15 secondes-là, mais c'est niaiseux, mais cette 15 secondes-là que le tapis parte, que j'étais comme en mode repos. Oui. Ce que j'aurais pas eu dans une vraie. Puis, tu sais, moi, après qu'on a fait ces mesures-là, il y avait une compétition de type Irox. Puis, j'ai appliqué une stratégie de course avec une des athlètes qui le faisait, où est-ce qu'il fallait qu'on fasse une pause à la fin de chaque station, exactement comme ton 15 secondes de tapis qui commençait, là. On l'a fait, puis l'athlète en question, c'est quelqu'un qui a de l'orgueil, puis que c'est difficile. Puis quand j'ai dit, voici le pace que tu vas avoir sur ton ski erg, elle est sortie en dernier. De sa vague, elle est partie en dernier du ski erg. Sur la course, on disait, voici ce qu'on va respecter comme intensité. Mais à la fin de chaque station, il y avait une pause de 15 secondes. Cette pause-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre à la quantité d'oxygène dans tes muscles de remonter beaucoup, 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 beaucoup. Donc, tu as comme un genre de bonus d'évacuation de fatigue que tu n'as pas si tu ne prends pas cette pause-là. J'aurais jamais été capable de le faire. Oublie ça, j'aurais dit. Mais tu sais, est-ce que tu penses que chez quelqu'un qui... C'est juste pour te dire, l'athlète a fini première de sa vague. OK. Elle sortait dernière pour jusqu'à peu près au burpees. Elle a-tu fait open? Elle l'a fait open, okay. Un demi. Mais quelqu'un qui est full entraîné, non, là... c'est un full, même. Un full. C'est quand, ça? C'était il y a quoi? 2-3 mois? Il y avait des fulls? Il me semble que c'est un full, oui. OK. Mais bref, quelqu'un qui est vraiment entraîné, là, qui compétitionne pro, que tout son temps c'est calculé, tu penses-tu que différemment, quelqu'un qui vient de commencer aurait nécessairement besoin de 15 secondes? Je sais pas, ça fait comme 3-4 ans qu'elle s'entraîne dans ce type d'entraînement-là. Oui, puis probablement peut-être un peu plus que 15 secondes pour quelqu'un qui commence. Probablement que le 15 à 20 secondes devrait être suffisant pour quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, qui est en forme. Parce que la personne qui va s'entraîner beaucoup, ce qui va arriver, c'est que elle va pousser, son muscle va se vider probablement autant qu'une personne qui va s'entraîner moins, sauf qu'elle va le faire 2 fois, 3 fois plus vite. Puis sa capacité à renouveler l'oxygène localement dans son muscle va être beaucoup plus grande. Fait que c'est pour ça que le petit break de 15 secondes, probablement qu'il va au final te sauver 1 minute sur tes temps de course. Peut-être qu'il va faire qu'à la fin, tes wall balls,
Tu n'auras pas besoin de des fractionner autant. Tu vas pouvoir faire des plus longs stretches puis gagner un peu de temps. Par contre, à 2, ça serait différent. Parce qu'à 2, là, ça, c'est comme ta stratégie complètement différente parce que tu prends tes pauses. Le faire tout seul, la game, c'est... Honnêtement, je le ferais même pas. J'ai fait 2 full à Toronto, Open et Pro. Puis avec Magali, on ne s'est pas rendu jusqu'à la fin, mais en tout cas, en ce moment, jamais je voudrais faire comme un full tout seul parce que c'est extrêmement souffrant puis ta stratégie est complètement différente. Là. Exact. Puis tu sais, c'est ça, c'est que les gens... Puis tu sais, moi, je l'ai vu là, dans la compétition, il y en avait qui torchaient là, sur la première moitié du parcours. Puis la deuxième moitié, parce qu'ils ont accumulé tellement de fatigue qu'ils ne pouvaient plus l'évacuer. Donc, ils allaient finir leur deuxième moitié en état de fatigue. Et ça, c'est difficile parce que ça prend énormément de résilience psychologique parce que tu souffres. Fait que tu as une double difficulté. Tu as la difficulté physiologique parce que tu as de la fatigue, puis tu as la difficulté psychologique parce que, calvaire, que c'est pénible. T'sais, d'habitude, mes burpees, c'était pas si souffrant que ça. Là, ils sont souffrants. Mon carry, Colin, je l'ai trouvé super dur. D'habitude, je vole. Puis là, ben, écoute, j'avais les jambes là, en béton. Ben, c'est ça qui se passe. Puis là, ben, t'en vois d'autres qui avaient un rythme un peu plus modéré en première moitié, qui là, ils vont te passer. Puis eux autres, psychologiquement, c'est plus facile, ils souffrent moins. Puis en plus, il y a un aspect motivation intrinsèque. Ils te dépassent. Mm-hmm. Fait qu'ils sont contents. Là, hey, je gagne du terrain. Fait que c'est une stratégie qui est... Mais ça te prend des... Tu sais, quelqu'un qui a sa capacité aérobie est en bas de 40 ml d'oxygène par kilogramme de poids par minute. Donc ça, là, donne une idée, ta vitesse max sur un tapis roulant, là, tu ne montes pas plus que, mettons, 12 km/h. Max, comme sur un court laps de temps. Quelques minutes, là, tu sais. Bien, ça change ta stratégie versus une capacité aérobie à 50, 55, 60. Exact. T'sais, donc, c'est pour ça. Puis là où moi, je trouve ça difficile de paramétrer en Rocks, c'est qu'on n'a pas nécessairement ces données-là. Fait qu'on y va avec beaucoup l'expérience, le ressenti, mais des fois, le ressenti va être complètement détaché de ce qui se passe dans le muscle. Ou le ressenti va apparaître après, une fois qu'il est trop tard. Tu sais, quand, je vais prendre l'exemple tantôt, Magali, elle a fait les burpees. Ces burpees, c'était exceptionnel ce qu'elle faisait, c'était wow. Mais moi, je voyais les chiffres, puis j'ai fait comme, ouh, ça fait mal ce qu'elle est en train de faire là. C'est parce qu'elle saute comme un kangourou, elle saute hyper loin. Tu sais, c'est sûr que dans on fait les PFT, OK? Fait que c'est une évaluation standardisée par AROX, fait que c'est un Physical Fitness Test. Puis, ils disent 50 burpees broad jump. Dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine de les sauter loin parce qu'ils disent 3 pieds. Tu t'en fous, tu en as 50. Magali, sur un tapis, dans une compétition à rock, sur le turf, il y a 200 mètres à faire. 100 mètres à faire sur un full. 80, là. Mais bon, peu importe. 80. 40-80. Ouais, 80 à faire sur un full. Ce qui fait que plus loin elle saute, mieux que c'est. Par contre, tes jambes, ils vont être dans quel état? C'est tout le jus que ça prend pour aller chercher la puissance pour aller. Exact. Si tu le fais en double, fair enough, c'est correct. Vas-y, prends tes pauses, tu marches, mais seul, elle ne pourrait pas rouler cette stratégie-là. C'est ça, c'est de le voir. Parce que dans le fond, si je compare mon burpees puis le sien, moi, je vais en faire 3 fois plus qu'elle des burpees sur la même distance. Mm-hmm. Dans mon cas, 3 fois plus de burpees, c'est bien plus coûteux. Je vais me fatiguer bien plus, même si j'ai saute moins loin. Donc, chaque burpees me coûte moins cher, mais j'en fais 3 fois plus. Exact. Fait que, c'est un peu ce calcul-là qu'il y a à faire. Comme là, ben elle l'a fait, son calcul, il était bon, mais son ressenti, là, quand elle faisait les burpees, ça allait, c'était dur. Moi, je voyais les chiffres, j'ai dit, ouh, ça va faire mal. Puis après, à la fin, elle me disait ça, elle dit, hey, quand j'ai marché là, après les burpees pour me rendre au tapis, j'ai fait comme, aïe, aïe. Ben, moi, ça faisait comme 1 minute là, que je le voyais que ça allait pas bien, mais elle ne le ressentait pas nécessairement. Fait que c'est pour ça que la perception d'effort, ou encore, des fois, utiliser les fréquences cardiaques, ces fréquences cardiaques, ils étaient super stables tout au long. Ça bougeait presque pas. Mais l'oxygène dans sa cuisse, il y en avait. Ça changeait beaucoup. Ça baissait drastiquement. On parle d'une joueuse de volleyball qui est habituée de sauter. Fait que pour elle, elle est hyper puissante. Là, elle est entraînée toute sa jeunesse pour faire ça. Fait que tu regardes faire les burpees. Même moi, je me fatiguerais solide de suivre. Dans son cas, elle n'a pas de temps à les entraîner. Mais dans ton cas, il y a peut-être quelque chose à gagner sur les burpees. Pas nécessairement sur le temps que ça te prend pour parcourir la distance. Mais si tu es plus puissante, puis tu ne sautes pas à pleine capacité pour chaque burpees, mais tu sautes déjà un petit peu plus que ce que tu fais là. Si tu coupes de 4, 5, 6 burpees
là, ça peut devenir intéressant. Donc, tu sais, là, ça devient quelque chose parce que tu ne gagnes pas tant de minutes que ça sur la tâche, mais tu n'accumules pas de fatigue, puis tu sors de là, pas nécessairement en retard. Mm-hmm. Fait que c'est ces compromis-là, puis c'est cette analyse-là de tâche par tâche, puis de tâches séquencées. Donc, tu sais, moi, je regarde beaucoup les burpees, là, c'est pas mal mon indicateur. Quand tu sors des burpees, ça va dicter le reste. Est-ce qu'on accélère sur la course ou est-ce qu'on fait des courses de récup encore? C'est là que ça passe ou ça casse. Chez mes clients, quand je fais une simu, c'est là. Je le vois, si on va à la machine trop, puis souvent, c'est les gens qui sont débutants puis pas expérimentés. Ils se donnent bien trop des burpees, puis après, ils cassent. Puis là, si tu pognes mal au cœur, oublie ça. Là. Après ça, ça va être dur de revenir. Quand j'ai fait Rox à Toronto, la première année, c'était pas connu encore sur Instagram. OK? Fait que tu n'avais pas tous les trucs de ski, puis de rama, puis de comment tu splits. Fait que quand je l'ai fait, j'ai fait pro en 1h11. Dans ce temps-là, c'était bon. On est arrivé 5e sur 40 équipes. Puis le lendemain, j'ai fait Open, puis on est arrivé 11e sur 100, comme quelques équipes, puis on l'a fait en 1h10. C'était le lendemain, puis c'était Open. J'aurais dû le faire plus vite, mais... Fait que 1h11 à 2, c'était comme, OK, tu sais, c'est bon. Puis, dans ce temps-là, on ouvre la machine sur tout. Puis, ça a été correct, mais il n'y avait pas vraiment de stratégie. Fait que quand je l'ai fait l'année d'après, avec Magali, là, on s'était fait une stratégie sur le ski qui a... En tout cas, pour elle, ça n'a comme pas aidé. Puis, on s'était dit, on le fait en bas de 2,04 le 500 mètres. On le roule comme ça. On est parti pour la course. On a dû être en bas de 4 minutes kilomètre. Quand on est arrivé à la sled, là, mes jambes étaient comme des blocs. Là. La sled, elle ne bougeait pas. On était vidés. Là. Comme on est parti trop vite sur le ski, trop vite sur la course. Puis après, quand tu es venu, ça m'a tellement fait réfléchir parce que là, j'ai fait un peu la même erreur. Sur le ski. Mais premièrement, il y avait Radio-Canada, il y avait TVA qui était ici, toi qui étais là, j'avais ma partner mag à côté. Fait que moi, j'ai dû rouler à 2. Là. Puis là, je te voyais, puis Daniane était avec toi, une de mes employés, puis j'étais comme, je vous entendais parler, puis je souffrais. Là. Je me disais, hey, je pourrais pas. Comme, finalement, j'ai fait mon 500 mètres, je suis arrivée sur la course, puis après, tu me l'as dit. J'ai hypothéqué comme toute ma course. À cause du skieur. À cause du skieur. Définitivement. Puis là, je suis inscrite au IROX 17 mai à Ottawa. C'est sûr que ma stratégie sur le ski... Tu sais, quelqu'un qui n'est pas sûr là, ou qui hésite, moi, je trouve que tu finis ton warm-up sur le ski erg. Tu sais, ta course, elle commence après le ski erg. Tu sais, si tu veux être sûr là, de pas te brûler en partant, parce que qu'est-ce qui est dur, c'est qu'il y a l'aspect compétitif. Tu sais, tu pars par vague, il y a du monde avec toi, il y a du monde qui vont te dépasser. C'est dur à gérer cette fébrilité-là. C'est très difficile à appliquer une stratégie de course. C'est dur. Là. Moi, quand je dis warm-up, je dis on a un split à temps, ça c'est ton warm-up, c'est ça que je veux que tu ailles. J'en ai pas une, moi, dans les filles que j'entraîne qui vont suivre ça. Elles sont toutes un petit peu plus vite. Mais moins vite que qu'est-ce qu'elles voudraient vraiment aller. Puis ça finit toujours à un moment donné. Dès qu'elles dérogent du pace, qu'elles vont un peu trop vite, tu le vois, là, ça soit à l'aviron, que ça soit, tu vois, ça commence à casser, là, puis là, on est en danger. Là, alors que, mais c'est ça, le challenge, c'est d'appliquer une bonne stratégie de course pour toi. T'sais, en fonction de tes capacités, où est-ce que tu vas performer, puis d'être intelligent. T'sais, où est-ce que tu peux gagner beaucoup de temps. Moi, ce que j'aime faire, c'est regarder, c'est quoi tes temps sur chaque station, c'est quoi les meilleurs temps? C'est quoi ton écart par rapport à ça? Tu sais, il y en a, là, des fois, c'est des 1 minute, 2 minutes. Bien, imagine, si t'es le meilleur ou la meilleure, tu vas juste gagner 2 minutes sur ton temps là-dessus, puis tu vas te brûler. Tu sais, ça ne vaut pas la peine d'ouvrir la machine là-dessus. Il n'y a pas assez de temps à gagner. Fait que tu veux juste pas scraper. Tu sais, tu veux vraiment sortir en vie de là pour aller chercher où tu peux gagner vraiment du temps. Puis pour la majorité des gens, ça va être la course. Quand tu vois, à la fin que tu as fini ta course, un vrai IROX, tu as les espèces de puces là, qui vont dire à chaque station ton temps, puis après, tu as le ranking comme par épreuve, où est-ce que tu te situes. Fait que tu peux voir, je suis dans le 10 pour ça. Puis, comme je regarde quand même ça pour faire mes stratégies. Puis à la course, honnêtement, quelqu'un qui court, les équipes qui sont capables de courir à 4 minutes 10 km, OK, toutes les courses, les 8 kilos, là, quand même qu'aux stations ne sont pas tant fortes. Honnêtement, c'est comme impossible, on dirait, d'aller chercher le temps. Parce que sur une course, tu à peu près, sur une,
je dis une course, une compétition à Rocks, tu as à peu près 60% de la compétition qui est la course à pied. Oui. Fait que je veux dire, quelqu'un que moi, je le sais, qui va courir à 4 minutes du kilomètre, j'ai pas beaucoup de chance. Je sais comme moi... À moins qu'ils se brûlent sur une station. Tu sais, qu'ils se disent, ben là, tu sais, sur le sled push, là, je vais ouvrir la machine, puis après ça, il essaie de maintenir son cap, puis là, il commence à accumuler de la fatigue. Ouais. Puis il va casser d'un fente. Mais de ce que je vois de chez les clients que j'entraîne, c'est toute la course. Pas juste la course seule, déjà la course seule. Puis j'entraîne des gens qui veulent faire ça comme pour le fun. Fait que c'est débutant intermédiaire, mais la course devient tellement difficile. Puis d'enchaîner la course avec une autre épreuve, c'est ce qui accumule beaucoup de fatigue. Fait que les jambes sont lourdes. C'est pas juste le cardio, là, les jambes ne suivent plus. Là. Exact. Fait que là, c'est sûr qu'on pratique avec le tapis, c'est différent, mais c'est ça. C'est intéressant de voir où est-ce que je peux sauver du temps. Comme tu dis, ouais, là, dans le fond, au rameur, moi, c'est le rameur qui me tue, là. De toutes les épreuves, c'est ce qui me tue le plus. Comme c'est 30 secondes, là, ça fait rien quand tu y parles. Tu sais, j'aurais dû finalement le rouler à 2,10, du 500. Ça aurait été bien mieux. Là, j'aurais pas parti parce qu'après, tu pars, là, ta course, là, c'est slow, là. Ça te prend, là, on dirait quasiment un tour avant de revenir. Tu sais, c'est la même chose que tu me disais, là. Kimberly, là, tes jambes sont revenues, là. Sont revenus. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, il faudrait que tu te dises, moi, là, quand je finis ma station, là, je pourrais faire 15 de plus encore. Tu sais, si mon sled push, là, je pourrais en faire 15 de plus. Si tu finis comme ça, moi, je pense que ça va bien aller. Tu risques de ne pas trop t'hypothéquer pour ta course, etc. Si tu finis chaque station en disant « Hey, ça a tout pris pour que je finisse », là, ben c'est peu probable que ta course, tu sois capable de la faire assez vite. À moins que tu aies un cardio de la mort. Mais sinon, ta course, pour récupérer, tu vas être obligé de courir lentement. Exact. Là, tu vas être à 7, 8 minutes du kilomètre. Parce que, écoute, ça avance plus. Tu as 2 morceaux de béton, tu as 2 colonnes de béton, c'est plus des jambes. On avait une discussion justement les deux après la compétition, à savoir comment tu planifierais. Mais je pense avec Magali que tu avais la discussion, mais comment tu planifierais l'entraînement de course à pied pas versus l'entraînement là, en muscu ou en entraînement fonctionnel, peu importe comment tu le dis, mais comment tu le planifierais en termes d'intensité? Est-ce que tu ferais genre une journée intervalle, une journée au seuil, fait qu'on fait comme un 30 minutes au seuil? Là, on avait dit pas de longues parce que les longues courses, ça sert à rien parce que dans le fond, iRock, ça se passe au seuil quasiment tout le long. Fait que comment toi, parce que la planification de la course à pied devient super importante, là. Oui. Fait que comment tu vois cette planification? Ça va dépendre de la capacité aérobie de départ. T'sais, quelqu'un qui a une capacité aérobie très faible, écoute, fais n'importe quoi tant que tu forces. Mettons comme à 45. Mettons quelqu'un qui est aux alentours de 45-50, les intervalles vont être intéressants. Puis, tu sais, dans la planification, initialement, tu veux faire des intervalles où est-ce que tu es capable de répéter une bonne quantité de pointes de haute intensité. Que tu vas faire 10 minutes, des 30 secondes, peu importe, mais tu es capable de répéter du 100 110 120 puis tu prends des repos suffisamment longs pour être capable de répéter ça. Fait que c'est pas des repos là, de 30 secondes puis on repart. C'est vraiment un repos là, qui est long, tu t'assures que tu es capable de repartir. Ensuite de ça, plus ça avance, plus on se rapproche de la compétition, mais là, tu vas faire des intervalles encore à haute intensité, mais c'est tes repos qui vont être hypothéqués, que tu vas couper. Parce que là, tu veux travailler en état de fatigue. Tu sais, moi, j'aime beaucoup travailler, par exemple, dans la phase de repos de l'intervalle, on va faire des chaises. Donc, on va vraiment créer une fatigue, on va faire une post-fatigue tout de suite après chaque paire d'intervalle. Puis ça, bien, ça a dans le fond, ce que ça va créer, c'est des adaptations locales au niveau des muscles. Et ça va permettre de tolérer, justement, un peu plus cette fatigue-là. Mais ça, c'est éphémère. Tu ne peux pas faire... si tu fais ça à l'année longue... Non. Mais tu sais, dans les semaines qui se rapprochent de l'événement, bien là, c'est ça. Tu vas couper tes repos. Puis tu vas t'assurer de, surtout, comme dans les sports d'endurance, tu ne veux pas arriver fatigué à ton épreuve. Puis tu sais, comme la course, là, ça commence à ressortir que c'est un élément important. Il y a de plus en plus de gens de sports d'endurance qui vont probablement commencer à migrer vers le iRocks pour en faire parce qu'ils disent, moi, je suis bon en course. Oui, mais là, c'est complètement différent. Bien, c'est ça. Parce qu'une épreuve d'endurance, ça dépend de marathon, whatever, ton entraînement ne se fait pas en zone 4. Non. Ton entraînement se fait en zone 2. Je sais, en ce moment, je fais les deux. Là, je me prépare pour un demi-Ironman, puis je fais iRocks. Une fois ou 2 semaines iRocks, puis là, j'ai plus le temps. Fait que je rush ma vie, là. Mm-hmm. Je rush ma vie, puis je peux te dire, je suis bien plus endurante, mais
Quand que je me suis entraînée lundi, puis je regardais les autres filles, j'ai comme, OK, non, j'en ai vraiment perdu, qui roulaient à 13 km/h, puis j'étais comme, ouais, je rushais, là. Mhm. Puis je cours, là, bien plus que eux, bien plus longtemps. Ouais. Mais quelqu'un qui est habitué de s'entraîner en endurance, en ultra-trail, puis qui arrive pour la Rocks, sorry, mais... Ben, il ne pourra pas aller chercher. Les points d'intensité vont tuer. Là, puis, ou encore, plus, par exemple, les athlètes féminines, l'aspect force-puissance risque de plus être un facteur limitant. Là. Le sled, juste pour le pousser, ça va être un pourcentage élevé, puis ça va créer de la fatigue. Même chose pour le tirer. Il y a l'aspect technique aussi un mais peu. si là. tu rentres en open, c'est pas assez... c'est plus pro rendu là. On parle d'une game complètement différente avec une sled à 350 livres, tu sais. Définitivement, mais tu vas le voir. Prends une fille de petit gabarit en open, c'est costaud, là, pousser le sled puis le tirer, là, parce que le contrepoids physique n'est pas super élevé parce qu'elle pèse 50 kg, 45 kg. Ça ne joue pas. Là. Moi, j'en fais 85. Quand je m'accote sur le sled, j'ai ce bonus-là qui vient avec. L'affaire, c'est que les tapis, l'adhérence est différente. Fait que si, à travers le Québec, les gens ils font les demi puis les simulations, pour en avoir fait un peu partout, pour avoir fait les vrais, comme j'ai fait avec ma blonde là, à Montréal, j'aurais dû me voir voler avec la sled. Ouais. C'était léger, là. Ils n'ont pas toutes les mêmes marques de sled. Ils n'ont pas tous le même poids de sled. C'est ça. C'est pas... ça dépend de ce que tu fais. Là, c'est variable. Peu importe, mais t'es mieux d'être préparé à pousser pas mal plus lourd que Exact. ce que tu vas faire en compétition. Fait que la course à pied te dit tu ferais une journée intervalle. Plus la compétition approche, plus on réduit les temps de pause. Puis on travaille en état de fatigue. Plus on travaille en état de fatigue. Est-ce que tu considères, tu as dit une couple de semaines avant, de mon côté, la saison, est-ce que je vais comme augmenter l'intensité, peut-être diminuer un peu le volume? Ça va être comme un 2 mois avant. Tu sais, où est-ce que là, je vais travailler comme... Même moi, là, ça ne sera pas souffrant l'année longue. Là. Quand je commence à rentrer proche, là, un 2 mois avant, mais là, j'augmente mes temps sur le sled, sur le ski, sur le rameur. Je réduis mes temps de pause. Fait que 2 mois avant, tu considères-tu? Tu vois, pour ce qui est d'endurance musculaire locale, là, en 1 à 2 semaines, parce que c'est des changements de concentration d'enzymes, ça se fait quand même assez vite. Tu sais, c'est pas de la viande que tu as à créer puis à rajouter. C'est pas comme de l'hypertrophie. Fait que c'est assez rapide. Sauf qu'il faut que tu le times parce que ça crée de la fatigue. Fait que tu veux éviter de travailler en état de fatigue, améliorer ton endurance musculaire. Fait que ton niveau de forme théorique serait bien meilleur pour la compétition, mais ça a causé une accumulation de fatigue qui fait que ta forme, tu ne pourras pas l'exploiter durant la compétition, tu vas être trop fatigué. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop long, ce travail-là, en état de fatigue. Puis c'est difficile, parce que si tu fais trop longtemps, tu vas accumuler trop de fatigue, c'est pas sûr que ça va être bénéfique. Je comprends, mais en même temps, ça travaille tellement ton mental parce qu'une partie qui est dure, c'est quand tu délaisses à travailler toujours comme au seuil, t'en fais moins, bien, ta résilience, c'est beaucoup plus difficile mentalement quand tu te remets là. Parce que quand tu touches à la souffrance, c'est comme... Avant, là, ma fréquence cardiaque max, je pouvais la toucher comme ça, là. Maintenant, je suis même pas proche. Je suis même plus... J'ai plus les capacités d'aller proche. J'arrive à 160, puis je suis comme... avant, je me rendais à 180, 190, là, quand j'étais comme full préparation à Rocks. Fait que je pense de le faire 2 mois avant, t'arrives, t'es comme prêt à souffrir. Oui, mais tu sais, t'es pas obligé d'en faire beaucoup. Non, c'est ça. Après, c'est de jouer avec le... Généralement, moi, je diminue le volume. J'augmente l'intensité avec mes clients. Puis, puis tu le sais, là, que tu apprends à te connaître. Tu sais quand tu es fatigué puis que ça ne va plus. Là. Puis tu sais, ce que tu fais référence, c'est un modèle de périodisation linéaire. Puis c'est classique pour ce type d'épreuve-là. Puis je pense que ça se prête bien à ça. Il y a d'autres façons qui pourraient se faire aussi, là, mais ça, c'est relativement simple. C'est surtout de ne pas tomber dans le piège de dire je vais en faire plus avant. Là, c'est plus en état de fatigue, peut-être plus intense, mais c'est pas plus en termes de quantité. Non, exact. Je pense que c'est important parce que si tu arrives... Le IROX, c'est une question de fatigue. C'est comment tu gères ta fatigue. Ton niveau de forme, OK, mais comment tu gères ta fatigue? Fait que si tu arrives à la compétition avec déjà un bagage de fatigue, tu gères mal ta fatigue pendant l'épreuve, tu vas souffrir tout le long, tu n'auras pas de fun. Puis si toi, le classement, c'est important, t'es mieux de le regarder à l'envers parce que ça ne te fera pas plaisir. Là. Non, assurément. Qu'est-ce que j'aurais pu ou que je pourrais travailler? Là? On s'entend, puis les gens aussi qui sont inscrits à Rocks Ottawa au mois de mai, la journée que tu as fait l'évaluation, ce qui en est sorti,
qu'est-ce que, selon toi, je pourrais améliorer? Probablement un peu d'endurance musculaire. Puis moi, ça serait beaucoup plus quelque chose de tactique, stratégique, plus que physiologique. De dire, je respecte le plan de match. On se fixe des intensités en deçà de ce que je suis capable de réellement pousser et je respecte ça. Tu sais, le trust the process, là. Ouais. Mais moi, je pense que ça risque d'être le plus difficile chez toi de respecter une stratégie de course parce que tu vas voir l'autre à côté qui va te dépasser. Tu vas dire, je vais aller juste un petit peu plus vite pour ne pas prendre trop de retard. Moi, c'est ma lecture un petit peu. Fait que je pense que oui, on pourrait améliorer probablement ta capacité aérobie encore un peu. On pourrait travailler un petit peu la puissance, mais je pense que tes meilleurs gains vont venir d'avoir une bonne stratégie de course que tu es capable de respecter. Puis c'est dur. Pour ne pas aller trop pousser pas aller trop vite, là, puis après ça, m'épuiser. Moi, j'en ai une, probablement dans celle que j'entraîne, qui est la plus en forme. C'est celle qui souffre le plus, puis elle ne fait pas les meilleurs temps que tout le monde, là. Mais elle souffre beaucoup plus parce qu'elle est incapable de respecter la stratégie. C'est super difficile. Puis, elle le sait, là, elle est fébrile, puis elle se fait embarquer. Là, fait elle, c'est beaucoup plus une préparation psychologique parce que physiquement, je le sais qu'elle est capable. C'est une belle athlète, mais c'est juste qu'elle s'emballe. Puis, exactement comme tu as fait, sur le skieur, elle va se brûler. Puis après ça, elle est tellement forte qu'elle est capable de continuer à tenir. Mais c'est dans la souffrance absolue. Là, elle voit sa vie défiler devant elle à peu près à chaque épreuve. Là, non, c'est ça, c'est souffrant. Là, on n'a même pas fini avec la course, je pense à ça. On a des intervalles. Bien, écoute, honnêtement, moi, je dirais juste ça. Quelqu'un qui aime faire du continu, ça peut se faire aussi. C'est un peu moins spécifique. C'est moins spécifique. Ça fait quand même du temps sur les jambes, parce qu'un full, c'est 8 km. Les gens réussissent, ils n'ont jamais couru 5. Il faut quand même qu'ils fassent, oui, c'est entrecoupé. Mais ça fait comme, je ne ferais pas aller une longue course de 10 km. Là. On s'entend que ça ne vaut pas la peine. Il y a peu d'avantages à le faire, selon moi. Mais quelqu'un pourrait... C'est pas perdu de le faire non plus. Quelqu'un qui dit, moi, j'aime ça faire mon petit 10 km à tous les dimanches. Je ne dirais pas, ben là, on va faire du high rock si tu vas m'enlever ça. Il faut voir. Je pense pas que c'est perdu. Je pense que c'est peut-être pas assez spécifique pour la tâche qu'on a à faire. Mais généralement, les gens, c'est pas ça. Là. C'est genre, ça me tente pas d'aller courir. C'est souffrant. Qu'est-ce que je peux faire? Puis souvent, les gens qui arrivent, ils sont même pas capables de courir 30 minutes consécutives. Ouais. Fait que là, c'est correct, ça ne sera pas consécutif, mais t'imagines la fatigue que tu vas avoir. Mais si t'es pas capable de faire, mettons, un 5 en une trentaine de minutes, ben, ta capacité aérobie est probablement relativement basse pour un high rocks. Fait que ça te prend une stratégie de slow pace. Là. C'est ça. T'as pas le choix. Ben, t'as pas le choix. Ça dépend comment tu veux le faire. T'sais. Mais sinon, si tu dis, mais moi, c'est la course, je vais y aller vite parce que c'est juste 1 kilomètre, ou même un demi, c'est juste 500 mètres, je vais y aller vite. Si tu ne fais pas un 5 en bas de 30 minutes, ça risque d'être difficile. Là. La fatigue, elle va te frapper. Puis on le voit souvent, entre autres, là, sur les wall balls. Sur les wall balls, là, tu vois les gens, ils échappent le ballon, ils lancent tout croche, ils commencent à chialer, ils se plaignent comme jamais. Les no-reps, les gens sont quasiment agressifs rendus ces wall balls. Mais ça, c'est toutes des manifestations de la fatigue. C'est ça. Là. Fait que, rendu là, quelqu'un qui a mal géré sa stratégie de course, ben, c'est quelqu'un qui sur wall ball, le ballon, tout d'un coup, il est plus pesant. Puis le ballon, on dirait qu'il y a du vent parce qu'il part tout le temps en croche. Il se l'échappe d'en face. Ça, c'est généralement un signe que tu as ouvert la machine un peu trop tôt. Parce que normalement, tu devrais le finir avec un geste technique que tu es capable de contrôler. Là. L'affaire, c'est que de toutes les épreuves, le wall ball est probablement l'exercice qui demande le plus de technique. Donc, si tu arrives, tu as la difficulté d'en faire, mettons 20, tu dirais qu'il y a d'en faire 20, là, des belles répétitions, tu brises le 90, tu es capable de le lancer à la bonne hauteur, comme sans fatigue. Tu dirais qu'il y a d'en faire 20, là, sans fatigue. Oh oui. Si tu n'es pas capable d'en faire 20 sans fatigue consécutif, c'est ce que je prépare, là, mes clients le plus, là, c'est avec les wall balls sous fatigue. Fait que wall ball, course ou exercice, wall ball. Ou tu sais, des fois des 10 x 10. De dire, si tu fais un 10 x 10, ça te prend combien de temps? Tu parles de 100 wall ball? Exact. Ben, ça te prend combien de temps? Ça peut te donner une idée. Puis de voir après ça, c'est de l'essayer à l'entraînement, de voir, ben, si je prends des repos plus longs, est-ce que je suis capable d'en faire 12? Est-ce que je suis capable d'en faire 15? Est-ce que je suis capable d'en faire 20? Puis après ça, c'est de voir le compromis. Puis
tu sais, ça se calcule assez bien. Tu sais, tu te dis, ben là, je fais 10 fois 10, puis ça me prend absolument 45 secondes entre mes 10 à chaque fois. OK, tu peux avoir une idée du temps que ça va te prendre. Tu te dis, ben quand j'en fais 40 d'une shot, après ça, il faut que je prenne 5 minutes parce qu'après ça, je vois 1. Ben, tu te dis, ben, ça va me prendre 8 minutes de plus. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'à l'entraînement, de le simuler, et puis de ne pas avoir peur d'essayer. Tu sais, ben, je vais essayer, moi, 2 fois 50. Je vais essayer, tu sais, qu'est-ce que ça a de l'air? Combien de temps ça me prend? Je suis capable de faire un 2 fois 50. Tu sais? Non, parfait, mais ce n'est pas une stratégie qui est envisageable. Fait que, tu sais, de voir qu'est-ce qui est le plus rentable, de l'essayer puis de le simuler, moi, je pense que c'est intéressant. Puis ça rentre dans l'entraînement. C'est pas perdu. Tu sais, tu forces, tu vas générer des adaptations. Là. Tu connais-tu le test du PFT? Non, pas familier. Fait que dans le fond, il faut que tu mettes ton tapis. Fait que c'est sur tapis, inclinaison de, mettons, 2 Tu fais 1000 mètres. OK, ça commence avec 1000 mètres. Après ça, tu t'en vas faire 50 burpees broad jump. Après tes 50 burpees broad jump, tu fais 100 lunges stationnaires, pas de poids. Après ça, tu pars, tu t'en vas faire 1000 mètres au rameur. 30 push-up release comme hand release. Là. Comment? Il va falloir que tu le dises en français, tu vas me chicaner. Avec des claps, là, ou est-ce que tu... Comme, fait que tu te mets comme complètement sur ton torse puis tu remontes. Là, un peu avec un genre de keeping. Là. OK. Fait que c'est parce qu'ils veulent, il faut que ça soit standardisé. Puis au lieu de dire sur les genoux, sur les orteils, vu que tu peux comme te le relever un peu comme en donner un élan. Ouais. Fait que c'est plus facile à mesurer. Puis après ça, tu finis avec 100 wall ball. Fait que là, chez Team Wallon, on fait toujours ça. La première évaluation, on la refait après 3 mois. Puis j'écris, mettons, a fini la course à 5 minutes 50 et a parti les burpees à 7 minutes. Fait que là, j'ai le temps que ça a pris, le temps de transition. Fait que là, après, je vais dire, ben, regarde, là, ici, là, ça t'a pris comme 3 minutes avant de repartir l'autre exercice. Puis quand on le refait, on voit souvent les temps de transition sont diminués. Puis là, quand on arrive au wall ball, s'ils sont pas capables d'en faire comme 10 en touchant la cible, j'arrête le test. Parce que là, je le vois, là. Ouais. Ça finira pas. Puis on a fait à peu près une trentaine de tests. Puis je peux dire que peut-être 5 tests ont été capables de le finir au complet. Ouais. Puis ils vont sûrement le changer, mais c'est vraiment un test standardisé. Puis là, ça va te donner médaille d'or, de bronze, médaille d'or, argent, bronze. Puis selon si tu es en haut de 44 ans, je pense, tu as un temps, puis en bas. Il ne sépare pas homme-femme parce que tu as les poids femmes puis tu as les poids hommes. Mettons, wall ball, c'est 14, 10 femmes. Fait que rendu au wall ball, c'est là. Je le sais tout de suite. Si ils n'ont plus de jus dans les bras, les jambes sont brûlées, le cardio, mal de cœur. Fait que là, ça commence. Fait que, puis après déjà 3 mois, ils sont capables de finir le test. Au moins. T'sais, fait que le truc, puis là, moi, je le sais, je dis, ça a pris 10, 6. J'écris toutes les répétitions enfin, là, comment ça m'a pris de temps à arriver à 100, puis au combien qu'on les brisait comme qu'on arrêtait. Fait qu'après, on améliore ça. Puis il faut en faire, là. Le wall ball, tu n'as pas le choix. Si tu n'en fais pas dans ta préparation, juste la technique, comme tu dis, là, le mur, c'est vraiment vrai, par exemple, parce que si tu en fais dehors avec les IROC ici au Québec, bien, tu en as comme 10 qui le font en même temps, fait que ça se peut que... Ça bouge. Puis qu'il y ait du vent. Puis que... Tu sais, les no-reps... Comment? Le soleil d'en face. Mais c'était ça, le soleil d'en face. Puis l'affaire, c'est que si tu le sais que tu ne vas pas bas, puis comme je dis aux clients, descends-les. Parce que le no-rep, ça va te faire chier de 1. De 2, fatigue. Ça te fatigue. Tu vas être obligé d'en faire. Tu n'as pas le temps de t'assiner avec. Là. Tu ne gagneras pas. Fait comme descends-les. Puis l'affaire, c'est que tu ne peux pas le lancer plus haut puis plus bas. C'est sur la cible. Arrête de le lancer plus haut. De toute façon, c'est de l'énergie pour rien. Tu n'as pas à le lancer. Fait que, moi, je dis il faut travailler la technique du wall ball parce que c'est comme oui, il y a toute la partie physiologique, mais la partie technique. Oui, puis c'est à la fin. Tu as un état de fatigue. T'es brûlé tête. La technique est encore plus dure. Puis même chose, mettons, il y a moins de fatigue généralement là, mais sur le sled, moi j'en vois qui poussent vraiment très haut sur le sled. Ça augmente la friction. Puis c'est considérable. Là, mais est-ce que tu as vu, par exemple, les sleds sont faits? As-tu vu les gens comme, mettons, on va dire mon micro, ça c'est où est-ce qu'ils mettent les poids? Le poteau, tu l'as, genre, comme tu apprends bas, tu l'as d'en face. Fait que comme tu es bas, là. La position n'est pas confortable. Il faut quasiment que tu aies le truc d'en face, mais comme tu dis, oui, puis la friction, déjà qu'elle ne bouge pas, pogne-la pas par en haut. Exactement. Moi, j'en voyais des fois, il y a à côté la pompe sur le dessus du tuyau, puis ça poussait, là, ils sont presque debout. Tu vas gaspiller là, de l'énergie, là, ça va être difficile. Fait que, ça, l'aspect technique, ben, ça a son importance. Là. Mais moi, je pense que
pour les tests, que c'est intéressant parce que le test auquel tu fais référence, qui est difficile, c'est comme une mini-simulation. C'est dur à standardiser parce que c'est une séquence. Ouais. Moi, j'aurais plus une approche de on teste sur chaque tâche individuelle, puis on regarde ta tâche non séquencée, là, pas dans une compétition. C'est quoi le meilleur que tu fais? Puis après ça, c'est de voir quand tu séquences le tout, de combien ça drop. Moi, ça, je pense que c'est une donnée intéressante parce que là, on voit l'effet de la fatigue. Si tu dis, moi, mon ski erg, d'habitude, là, mon meilleur, je fais un split de temps. Ça me... Parfait. Après ça, mon sled, mon meilleur, c'est temps. Parfait, mais tu regardes, dans la compétition, qu'est-ce que tu as fait? Ou quand tu simules, qu'est-ce que ça donne? De combien ça diminue? Ça, je pense que ça pourrait donner des informations très intéressantes parce que ce n'est pas tout le monde qui vont diminuer de la même façon partout. Puis ça permet d'individualiser l'entraînement après. Oui, ça serait Moi, j'aurais plus cette approche-là, parce que je trouve ça un peu plus facile à standardiser. J'ai juste un test, j'ai pas de fatigue avant. Go, combien tu fais là-dessus? Mais après, on le fait. Comme moi, comme quand j'ai mon client, après, quand je vais dire là, je veux que tu me fasses comme... Si je veux savoir ton rameur, ton 1000 mètres, tu le fais en combien de temps? Après ça, je veux savoir. Puis aussi, des fois, je l'ai fait avec la montre qui... c'est toi qui me l'avais envoyé, d'ailleurs, là, qui mesure la fréquence cardiaque. Oui. Puis, c'est de voir ceux qui prenaient moins de pauses quand le cœur, il monte comme à, je vais dire, 165. Puis que la personne a pris moins de pauses, puis que là, le mal de cœur, il commence à pogner. Quand le cœur, il monte trop, ben là, ça vient accaparer. Là, comme, juste s'il avait pris comme un petit 2 minutes de plus, ou juste comme, attends un peu, comme, même pas 2 minutes. Là, 2 minutes, c'est long. Là. 30 secondes de pause à regarder le rameur, puis à faire de la visualisation. C'est fou, là, comment ça se régule vite, là. Tu sais, mettons, nous autres, on l'avait sur la cuisse, là. Mais tu sais, ta cuisse, là, quand tu arrivais, là, je me souviens d'une fois, avant le tapis, tu as arrêté juste 2 secondes avant le tapis. Je pense qu'on a replacé le masque, etc. C'était 15-20 secondes. Quand tu as embarqué sur le tapis, ta cuisse avait une concentration d'oxygène, quelque chose comme 20-30 % plus élevée qu'au début de ton épreuve. Ta cuisse était loadée en oxygène. Elle était prête. Juste ce 30 secondes-là. Puis tu as fini ta course, puis c'était une des courses, il me semble que tu avais commencé à faire un peu plus vite, avec la cuisse top shape. Bien, c'est probablement ce 15-30 secondes-là d'arrêt qui t'a permis de maintenir cette cadence-là sans créer de fatigue additionnelle. Puis après ça, d'arriver plus reposé là, pour les autres tâches. Bien, c'est ça, parce que souvent, je vais dire, attends un petit peu, le corps est encore haut, fais juste attendre. Là. Oui. Puis on va être capable de au moins finir l'épreuve. Je pense qu'il faudrait qu'il révise, parce que le truc des 50 burpees broad jump, je le trouve, vu que c'est pas en mètres, bien, c'est ça. Là, après, t'es tout le temps lent. C'est pas standard. Là, je suis comme, là, c'est-tu 3 pieds? Moi, 50 burpees, là, je fais 200 mètres. Je vais me fatiguer là-dessus, là. Ben, c'est ça. Je ne ferai pas un bon score sur le reste du test. Pourtant, je suis excellent. Mais en même temps, moi, si je fais le test, je n'irai pas sauter 4 pieds, c'est 3 pieds. C'est ça. Pourquoi que... Moi, je pense qu'il devrait fixer, dire, un 20 mètres, un 30 mètres, peu importe. Puis, go, tu sais, une distance standard, là, plus qu'un nombre de burpees, là. Faudrait que je vérifie, là, en tout cas. D'ici là, ça n'a pas changé. Le but, au moins, c'est qu'on le refasse. Puis après, comme, c'est de voir qu'il y a de l'amélioration avec ça. Donc là, aux gens qui écoutent, moi, je finirais avec ça. Ça serait quoi le meilleur truc que tu pourrais les donner? Ils sont à 3 mois de leur compétition IROX. Si possible, déterminer leur capacité aérobie. C'est à peu près à combien? Déterminer quel rythme de course ils sont capables de faire qui ne crée pas de fatigue. Puis déterminer à peu près sur tout ce qui est chiffrable, sur l'aviron, sur le ski erg, 80 %, 75 %, c'est quel split, c'est quelle vitesse, c'est quoi ça? Puis pratiquer cette séquence-là beaucoup plus. Fait que, de faire un travail très spécifique au niveau de leur entraînement, de simuler le plus possible. À 3 mois avant, moi, je mettrais ça très spécifique. Tu simules beaucoup, puis tu travailles à ces intensités-là que tu prévois utiliser dans ta stratégie de course. Exact. Fait que tu le sais, moi, c'est cette vitesse-là que je cours. Puis faire attention parce qu'il y en a qui se font prendre. Bon, moi, les athlètes avaient la chance de travailler avec un capteur sur le pied pour avoir
les watts. Les On watts. savait, bon, ben là, tu vas être à 210 watts, puis si ça va bien, tu vas monter à 260. Tu sais, on gère ça comme ça parce que c'est en dedans. Fait que le GPS, ça ne marche pas pour avoir ton allure ou etc. C'est un peu plus dur à calculer. Oui, mais tu ne penses pas que c'est précis comme tu penses une grosse marge d'erreur? Ben, tu vois, dans les courses non officielles, la distance qu'on a remarqué, c'est qu'elle n'était pas nécessairement la bonne. Il y avait une variation. La bonne avec ce qu'il disait. C'était pas 1 kilomètre exactement. OK. C'était pas 500 mètres. Fait que le calcul, tu sais, moi, j'en ai une, si on se fie au calcul, elle courait en 3,30. Visuellement, je peux te garantir qu'elle ne courait pas en 3,30. Tu sais, parce que, ben, c'était probablement 700 mètres, pas 1000. Fait que, tu sais, faire attention, parce que ça peut vraiment ruiner une stratégie de course. Fait qu'essayer d'avoir une façon où est-ce qu'on est capable de bien mesurer. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu te fies à ta montre, puis il faut que tu essaies. C'est parce que moi, je la vérifiais, là, mais avec le stress, tout ça, tu n'es pas comme en train. On dirait qu'il faut qu'il y ait une autre stratégie que regarder la montre. Là. Mais fait que, tu sais, de dire, ben, mon kilomètre, il faut qu'il me prenne tant de temps. Mais il faut que tu sois sûr que ça soit 1 kilomètre, tu sais. Non, mais les personnes qui le faisaient regardaient leur. Tout était comme stratégie avec la montre. Ah, oui, oui. On avait un pace, puis c'était ça, là. Ça a bien fonctionné, là, tu sais. Fait que c'est des gens, justement, qui sont habitués d'avoir un rythme. Fait que, tu sais, mettons, ils regardent leur montre, je suis à 180 watts, ils continuent, ils savent qu'ils sont encore à 180. Ils ne sont pas en train d'accélérer ou de ralentir, là, tu sais. Fait que ça va bien, mais ça se pratique. C'est pas du monde de « Ah, eux autres, ils sont bons. » Tu sais, oui, ils sont bons, mais c'est parce qu'ils l'ont pratiqué, ils sont habitués, ils l'ont fait plein de fois, puis ils disent 180 watts, c'est ça. Exact. 220, c'est ça. Puis en compétition, ils font juste se regarder. Je suis vraiment là. OK, je suis on, T'sais, ça marche. Parce que moi, à un moment donné, on se dit, ah, ben, OK, moi, je suis le meilleur exemple de ça. Moi, quand je fais une course, je me dis, OK, moi, là, pas en haut de 185 watts en course à pied. Sur le départ d'un marathon, j'étais à 220, 230, 240. Mon impression, c'est que j'étais à 160. Fait qu'il faut que tu fasses attention avec l'effet compétition. Ça te prend quelque chose qui est objectif. Moi, je trouve qu'il y a très peu de gens qui peuvent uniquement se fier au feeling pour doser leur effort dans ces événements-là. Exact. Parce que c'est des efforts qui sont difficiles à quantifier en termes de perception. T'sais, le sled, là, tu risques de le savoir 1 minute après que tu as fini que ouais, j'ai peut-être poussé un peu trop. Ben, pendant, ça va bien, puis à un moment donné, c'est comme ça va plus bien. Mais c'est ça que tu veux éviter dans un Hyrox. Fait que, dans ta préparation, plus tu simules, plus tu es habitué de garder ta stratégie de course, ben, c'est quasiment comme des boxeurs. Notre stratégie de combat, ça va être ça. C'est ça qu'on va appliquer le plus possible. Ben, faut que tu l'ailles pratiquer. Tu ne peux pas l'improviser le soir du combat. Ben, c'est la même chose en Hyrox. Si tu as un plan Hyrox, puis ton entraîneur, en tout cas, te fait un plan puis te dit tu as de l'aviron, tu as du rameur, mais tu n'as pas d'allure. C'est bizarre quand même. Il manque quelque chose. Comme rendu là, moi, j'ai l'allure comme je le fais sur le 500 mètres. Je leur dis OK, là, tu vas le maintenir à 2,50. Puis là, ils vont me dire j'ai pas été capable. Parfait. T'sais, si je sais que tu pars du rameur, tu as besoin de 2 minutes de pause pour être capable de repartir courir, c'est trop vite. Là. Exact. Puis ta cadence, elle ne te permet pas de gagner 2 minutes. C'est ça. Fait que tu n'es pas gagnant. Exactement. J'ai été 30 secondes plus vite, mais j'ai pris 2 minutes et demie de break supplémentaire après. C'est pas rentable, là. Fait que mais c'est ça qui est dur, parce que quand on est compétitif, tu te dis, ben là, chaque épreuve, il faut que je la fasse le plus vite possible. Parce que si je fais tout le plus vite possible, c'est ça ma meilleure stratégie pour gagner. Ben, c'est pas ça. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'avoir un coach, moi je l'ai dit, tu m'as entraîné dans le temps que j'ai fait les courses à Rex 1. Puis ce que je trouve difficile, moi aussi, là, mes clients, c'est facile. Pas que c'est facile pour eux, mais ils ont une structure, ils savent quoi faire. Après ça, je change le plan, on voit qu'il y a une progression, on évalue, on réévalue. Moi, dans le rock, j'ai pas d'entraîneur. Je le sais que ça a donné. Je me fie au feeling de 1. De 2, souvent, je surestime mes capacités à récupérer. Fait que ça va être tout le temps, j'ai comme une vitesse, c'est comme tout le temps au fond. Puis là, après, comme, oups, OK, la fatigue, j'ai pas le choix, comme je ralentis. Fait que, tu sais, là, je le vois, là, comment que tu prépares les athlètes, c'est bon parce que je sais, avec toi, tout est mesuré, tout est précis. Puis je fais la même chose, là. Fait que le fait de ne pas avoir d'entraîneur ou de planification, tu vas le faire. Tu risques de le faire. Ouais. Ton expérience risque d'être différente aussi. Ça peut être différente comme ça peut vraiment bien aller. Les gens, il y en a qui aiment vraiment être préparés puis s'assurer comme genre avoir une belle expérience. Tu sais,
La plupart des gens le font pour le faire avec leur chum, leur blonde, traîner leurs amis dans des défis fous, matcher leur outfit. T'arrives là-bas, c'est comme c'est une expérience. C'est fun. Comme, chacun va tirer son compte. C'est ça. Mais le fait d'avoir une programmation, moi, je le vois, là. Parce que là, c'est un peu comme faire des rénovations. Tu dis, les rénovations, c'est pas compliqué. Couper du bois, visser, fil électrique, c'est pas trop compliqué. Mais quand tu commences, ça se peut que ça aille pas bien. Fait que si tu sais ce que tu fais, si tu dis, écoute, des 2x4, ça se place comme ça. Si tu as déjà une idée de comment faire tes rénaux, si c'est planifié, tu as plus de chances que ça se passe bien. Tu peux toujours avoir des mauvaises surprises. Mm-hmm. Mais c'est la même chose dans une préparation. Si tu n'as pas une idée de tes rites, genre, je vais le savoir, puis je peux te dire que moi aussi, quand je vais te regarder, je vais le savoir que tu y allais au feeling. Parce que je vais te regarder, puis j'ai un bonhomme en exemple, je le voyais aller à la course au début, je me dis, OK, sur son premier kilomètre, il tient ce rythme-là. Puis à peu près à mi-course, moi, je suivais mon monde un petit peu, là, puis je le regardais. Puis honnêtement, j'ai été obligé de laisser mon monde de côté puis de le regarder parce que je me suis dit, lui, il va faire un arrêt cardiaque. Fait que j'étais à côté de la clôture, j'attendais, je me dis, il va falloir que je le réanime. Puis on était rendu même pas mi-parcours, puis il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Écoute, puis tu sais, moi, je suis rassuré, là, parce que, je peux suivre mon monde, mais vraiment, tu voyais là, la décoloration du visage, la confusion, ça ne savait plus où s'en aller, ça allait pas bien, là, puis c'était vraiment quelqu'un dans la cinquantaine, là. Fait que, tu sais, il y avait un risque, là. Fait que, c'est ça, y aller au feeling, puis c'est pas compliqué. Ou, chaque épreuve, là, je l'ai faite individuelle, je ne l'ai jamais simulée. Il y a un risque. Il y a un risque, là. Puis, c'est quand même des activités physiques où tu as des points d'intensité élevés. Exact. Fait que, respecte-toi suffisamment pour te préparer parce que, il y a un risque à faire ça. Il y a un risque que ça soit difficile, que tu souffres. Tu l'as vécu, là, c'est souffrant. C'est pas tout le monde qui aime ça. Toi, tu as une très forte résilience. Oui, mais je le ferais même pas tout seul parce que je l'ai tellement fait, ce genre de sport-là, que j'ai plus envie, on dirait, de... Ça use. C'est entre les deux oreilles. Là, moi, je serais incapable de faire une course Hyrox. Incapable. Ce que ça demande comme niveau de souffrance, moi, je ne veux plus aller là. J'ai plus cette capacité-là. Fait que, ça s'entraîne. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et dit j'ai acheté le livre. Je ne sais même pas c'est quoi, là. Comment faire ton premier Hyrox, je pense. Ça dit quelque chose? Non, mais vu que ça gagne en popularité, là, on va avoir probablement le livre de recettes, Hyrox. On va avoir, tout le monde va surfer la vague. Là. C'est un peu comme ChatGPT. Si je dis, mon rythme, c'est à peu près ça sur un 5 km, je fais ci, je fais ça, qu'est-ce que je fais, comment je périodise ça. Mais l'humain derrière, comme finalement, la cliente est venue ici, elle et son chum, puis on les a entraînés, on les a préparés, mais tout le support à travers ça, il y a des... Tu sais, les gens, oublie ton 3 mois. Moi, je t'apprends même pas. Tu venais 3 mois, là, qu'est-ce qui arrive si les enfants tombent malades? En 3 mois, il y a tellement d'imprévus comme tu arrives à rien, là. Comme planifie-toi un 6 mois pour te préparer à une course. C'est comme, ça va être plus plaisant, tu vas moins te décourager, tu verras pas ça comme une montagne. Tu vas en profiter bien plus. Tu vas en profiter. Plus de gains. Écoute, puis, tu as quelqu'un qui va te supporter, comme quand mes clients me disent, la course, je vois, c'est l'affaire la plus dure, là, on dirait, pour la plupart. C'est vraiment difficile. Puis les gens, souvent, ils voient ça plus important que ce l'est ou plus difficile que ce l'est. Je ne serais pas capable, je n'arriverai pas. Puis les gens, beaucoup, là. Puis ce que je te dis, c'est pas juste comme 2 clients sur 10, là. C'est comme plus que 50% qui me disent, je le ferai pas. Tu marcheras. Ben oui. C'est tout, là. Marche, course, on s'en fout, là. Comme... Tu n'es pas disqualifié parce que tu marches, là. Il n'y a pas de temps, là. Tu n'es pas disqualifié parce que tu prends des pauses. C'est ça. Comme tu peux, puis ça va être correct, mais de voir la progression des clients sur... Comme la journée qu'on a faite le PFT, là, comme je te dis, la part des clients ne le finissent pas. Je ne commencerai pas à rester là pendant 2 heures jusqu'à ce que les wall balls soient finis. T'arrêtes, tu as vu ce que tu avais à voir. C'est comme... Fait que de voir qu'est-ce que l'encadrement fait. Fait que oui, tout est possible. Puis je trouve que c'est une belle discipline parce que ça permet aux gens à l'été aussi d'aller sortir dehors, d'aller courir, de sortir du gym. Puis les compétitions au Québec, c'est dehors. Les non-officiels, là, ce que je pourrais dire, mais les vrais cours, je pense, en Floride, d'autres endroits à Miami, ils vont les faire à l'extérieur, mais sinon, tu sais, c'est un Coliseum qu'ils vont louer et tout ça, fait que c'est correct, mais aussi la préparation, tu sais, comme moi, là, avril, dès que ça arrive, les cours se font toutes dehors, là. Mm-hmm. C'est pas sur un tapis parce que tu t'es pratiqué
sais, moi, l'année passée, c'est le même que je me suis blessée, là, parce que j'ai pas couru, j'ai juste couru sur du tapis. C'était juste un concours de circonstances, là. Puis là, maintenant, tu sais, je cours, mais aussi, si tu as juste fait du tapis et tu vas pas courir dehors, Mais tu sais, ça va être super dur de garder ton rythme. Tu sais, parce que sur le tapis, tu n'as pas à garder ton rythme, il est imposé par la courroie. Quand tu vas arriver dehors, avec le monde qui court à côté de toi, moi, je garantis, là, tu vas partir ton kilomètre, tu vas courir à 120 de tes capacités. Rendu après 500 mètres, tu vas dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas en forme aujourd'hui. Je viens de faire je commence là, ma première course, puis je suis déjà brûlé. Bien, c'est ça, c'est parce que tu as fait la meilleure course de ta vie sur 500 mètres, là, mais c'était comme pas le temps de la faire là. là, je regarde le temps, mais il faut absolument que je te pose. J'avais dit 30 minutes, si on est à 57. Pourquoi que. Puis ça, je sais pas, là, ceux qui écoutent, ça va être de voir, peut-être que je suis seule là-dedans. Pourquoi je trouve ça plus difficile sur le tapis? Comme là, cette semaine, j'ai fait 2 courses. 10 km sur le tapis, puis aujourd'hui, j'ai fait 13 dehors. Plus facile dehors. Sur le même, selon ce que le tapis m'impose, si je te dis, mettons, 10 km/h, puis je fais 6 minutes du kilomètre à l'extérieur, je trouve ça plus facile à l'extérieur. Oui. En réalité, énergétiquement, c'est probablement plus coûteux dehors. Chaque pas que tu fais dehors, à une même vitesse, te coûte un peu plus d'énergie. Fait que, théoriquement, c'est plus difficile. Sauf qu'il y a quelque chose qui est particulier, c'est que le paysage change. Donc, ça joue énormément sur la perception de l'effort puis sur la psychologie de la course. Tu sais, moi, je disais en blague, moi, courir 15 minutes sur un tapis roulant, je trouve ça très difficile. Courir 3 heures dehors, je trouve ça plus le fun. C'est beaucoup plus difficile courir 3 heures. Tu sais, je mets des extrêmes, mais mentalement, oui. Beaucoup. Énergétiquement, ton tapis roulant va te coûter moins cher à la course. Il y a une économie, on est un petit peu plus efficace pour la majorité des gens sur le tapis. Sauf que tu es stationnaire. Puis ça, c'est quelque chose, ça a un impact sur le cerveau, ça a un impact sur la perception. Donc, ça joue beaucoup. Tu sais, puis tu le vois, les gens, par exemple, ils disent « Ah, ben moi, quand il y a une télé devant, je peux écouter quelque chose. » Là, c'est moins pire sur le tapis. Ah ouais, pas moi. Mais tu vois, il y en a que ça va être ça. Ils sont capables d'écouter, ils vont faire du binge sur Netflix. Sur leur tapis roulant, ils vont faire le jogging. C'est une intensité qui est modérée. Tu sais. C'est ça, je m'en allais dire. C'est pas haute intensité. Même là. quand je fais mon vélo puis je suis en zone 3, je suis incapable d'écouter rien. C'est ça. Zone 2, oui. Zone 3, on dirait, je suis comme, je dis non, c'est... Mais l'aspect de la profondeur, là, du mouvement, où est-ce que tu sens que ton corps se déplace dans l'espace, il y a comme un sentiment de gratification, de valorisation, de je fais quelque chose, ça donne quelque chose. Quand tu es sur le tapis, tu es sur place. Tu n'avances pas, tu t'en vas nulle part. Fait que ça dépend d'où tu vas chercher ta gratification. Il y en a qui vont dire « Ah, ben là, je tiens cette vitesse-là. Plus je fais longtemps, meilleur je suis. » Fait que là, eux autres sont focusés là-dessus, de faire le plus longtemps possible. Fait que le fait qu'on change de paysage, c'est pas important. Mais quelqu'un qui va courir, qui reste sur place, puis qui... Tu sais, il y en a qui disent « Ben moi, j'ai l'impression que je m'en vais nulle part. » Bien, sur le tapis, ça risque d'être plus difficile de faire la même distance qu'à l'extérieur, même si énergétiquement, bien, ça coûte un petit peu moins cher sur le tapis. Moi, je trouve que c'est mes jambes. C'est comme si mes jambes sont plus fatiguées. Sur le tapis, comme c'est plus demandant que dehors. Peut-être c'est comme aussi qu'est-ce que j'ai fait avant. Mais est-ce que, tu sais, j'ai jamais autant couru là, sur un tapis. Puis là, je trouve ça beaucoup plus difficile sur les jambes. Ça brûle plus. Ce qui peut jouer là-dessus, entre autres, c'est que, bon, ça se peut que ta technique de course, que tu freines un petit peu trop dans ta foulée. Donc, sur le tapis? Sur le tapis, où est-ce que là, ça va créer des contractions musculaires supplémentaires parce que comme tu freines puis le tapis va envoyer ta jambe par en arrière, il va avoir une contraction musculaire pour empêcher ta jambe de galoper puis de partir. Mm-hmm. C'est bref, c'est plus davantage du réflexe que de la contraction volontaire. Mais ça, sur 20, 30, 40, 400, 500, 1000 enjambées, bien, ça peut venir à créer de la fatigue. Mais si tu laisses ta jambe aller par la courroie, tu sais, que tu as un mouvement plus fluide, qu'il y a un temps de contact qui est moins long, que vraiment la jambe va rouler avec la courroie. Quand on mesure la consommation d'oxygène à une même vitesse sur le tapis, ça coûte un petit peu moins cher que dehors. Je pense. Peut-être c'est mental. Peut-être. Là, pour les gens qui aimeraient te retrouver, Max, comment ils peuvent faire sur les réseaux sociaux, ça, je voulais dire? Ah, parce que je suis tout le temps à Gatineau, sinon, c'est ça que tu ça. allais dire. Au gym 1030 Saint-Joseph, sans team voilà. drkin.com, donc drkin.com, ça c'est mon site web le plus simple. Sinon, bien, sur Facebook, sur Instagram aussi, je suis là.
j'ai pas l'approche traditionnelle en réseaux sociaux. Moi, je poste ce qui me tente et non pas nécessairement ce que les gens veulent avoir. C'est le même que je t'ai connu. Ça marche. Merci, Max. Ça fait plaisir.